si t'as pas au moins une dizaine de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton produit autour de toi, bah, soit tu fais autre chose, soit tu te poses la question de comment je fais pour rencontrer des personnes comme ça et au moins les avoir dans mon réseau avant toute chose en fait. Parce que si t'es pas en contact un minimum avec tes clients, il y a de fortes chances pour que ton idée elle soit pétée. Bon, bienvenue. Bon, il y en a pas mal d'entre vous que je connais déjà. On s'est croisés juste avant. Je vais juste vous expliquer pourquoi on est là ce soir. On est là ce soir parce que notre canal d'acquisition principal sur Coup d'État, c'est notre stratégie de contenu. Notre stratégie de contenu, on essaie de la renouveler hyper régulièrement. Il se trouve qu'on l'a arrêtée pendant 6 mois et on en a fait les frais. Et on est en train de la relancer. Donc la strate de contenu, je pense que vous connaissez, c'est les interviews que je fais avec des entrepreneurs plus ou moins éloignés de la sphère startup. Et c'est jusqu'à maintenant des Coup d'État Talks, donc des conférences où on invite des entrepreneurs qui viennent raconter un peu leurs leçons. Le truc, c'est que ça commençait à se mélanger un peu. Les gens pigeaient pas la différence entre Coup d'État X, Coup d'État Talks, est-ce que c'est des histoires, est-ce que c'est des trucs concrets, etc. Donc on s'est dit, on va essayer d'inventer un nouveau format. Et l'arrivée de Gaël, du coup, dans l'équipe, a fait qu'on s'est dit, on va tester ça. Et donc on s'est dit, on va faire un format workshop, où on va non pas avoir entre 30 et 150 personnes dans une salle qui rigolent à des blagues et qui écoutent des bonnes histoires, mais on va faire interagir plus les gens, donc on va les sélectionner, donc si vous êtes là c'est qu'il y a une raison, et on va faire un truc ensemble pour parler de sujets qui sont précis et qui sont beaucoup demandés par la communauté. Il se trouve que ce soir on parle de canaux d'acquisition, parce que c'est le truc qui est le plus demandé par la communauté. C'est genre comment je trouve des clients, c'est la question principale qui revient tout le temps dans tout. Et donc l'idée, c'est que j'ai quelques petites slides, j'ai fait ça tout à l'heure, que j'ai préparé par rapport à tout ce que Gaël m'a rapporté des échanges qu'il a fait avec vous. Donc normalement, je connais à peu près vos situations, où vous en êtes, vos boîtes, etc. Normalement, j'ai appris par cœur. Normalement, c'est bon. Et si je me trompe, eh ben, c'est pas très grave. Mais donc du coup, l'idée, c'est vraiment que ce soit un ping-pong. Pour ce premier workshop Coup d'État, on va parler de tester et structurer des canaux d'acquisition. Alors c'est un sujet qui nous a été énormément demandé par la communauté Coup d'État. Les gens se posent toujours la question de comment trouver des clients, et ce, peu importe le stade de la boîte. Alors il y a quelques exceptions évidemment, tu as les boîtes qui sont en roue libre complet, qui ont des bouches à oreilles gigantesques, et ça grossit très très vite, et ils sont dépassés complètement par le nombre de clients. Mais tu as quand même beaucoup de boîtes qui sont toujours à la recherche de nouveaux canaux, de nouvelles poches de clientèle, et qui veulent aller les tacler correctement. Que ce soit au tout début, ça résonne, non? Ça fait oui comme ça. C'est peut-être l'autre micro qui capte de travers. Allô? Ouais, ouais, c'est bon là. Ok. Donc, peu importe le stade d'avancement de la boîte, il y a toujours un moment où on se pose la question de comment trouver des nouveaux clients. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour la saison 2 de Coup d'État Entreprendre où je parlais des 19 canaux d'acquisition qui existent, où je détaille en fait vraiment les 19 canaux d'acquisition et comment on peut s'en servir, comment on peut expérimenter. Il y a eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Par contre, il y a eu beaucoup de demandes de méthodes et de façons d'aborder la chose, de ok, j'ai compris quels étaient les canaux, j'ai compris comment on pouvait s'en servir à peu près, mais en vrai, ça veut dire quoi de tester un canal? Quand est-ce qu'on sait si ça marche, si ça marche pas, si on doit jeter à la poubelle, si on doit tester un autre canal, si on doit juste pousser plus fort, etc. Et donc dans cette conférence, je vais tâcher de répondre à ces questions. La première chose à comprendre, c'est que dans une boîte, il y a toujours deux faces. La première face, c'est la face business. La phase business, elle est globalement commune à tous les types de boîtes et à toutes les boîtes. À l'opposé de cette phase, il y a la phase valeur créée. Donc par exemple, si vous êtes une boîte produit, ça va être votre produit, ce que vous créez. Si vous êtes une boîte de service, ça va être le service que vous délivrez. Peu importe, mais il y a la valeur. Et en fait, il y a deux manières fondamentalement différentes de gérer ces deux phases. La première, la phase business, la bonne façon de la gérer, c'est de la gérer scientifiquement en étant constamment en train de courir. C'est ce que toutes les boîtes font. Toutes les boîtes sont en train d'essayer de faire rentrer de l'argent dans leur flow pour pouvoir continuer à opérer, pour pouvoir faire de la croissance. Ça, c'est la partie business. La partie valeur, elle dépend uniquement de vous. Elle dépend de est-ce que vous avez envie d'être Apple et de sortir un téléphone tous les ans et que ce soit un produit de malade parce que vous avez investi énormément de R&D,
Ou est-ce que vous avez envie d'être Facebook et de faire une itération sur la plateforme toutes les semaines? Ça, c'est à vous de décider. Ça, en termes de valeur, il y a beaucoup d'instinct. Ça peut se gérer scientifiquement aussi si vous voulez, mais vous pouvez le gérer complètement à l'instinct parce que c'est ce que vous avez envie de donner à vos clients. Par contre, que vous soyez Apple ou Facebook, il y a toujours des équipes dans votre boîte, ou même quand c'est au tout début, une partie de votre temps qui doit y être dédiée, qui cherchent plus de clients, qui cherchent à faire fonctionner le business. D'ailleurs, Steve Jobs disait ça. Il disait nous, chez Apple, on sait faire des super produits et on sait faire du super business. Les produits, on les fait pour nous et le business, on les fait pour la boîte. Parce qu'en fait, l'iPhone, il disait, si l'iPhone était un truc éclaté au sol, il y a des chances pour qu'on en vende autant parce qu'on est super fort à faire du business. Il se trouve qu'ils ont les deux et que c'est une des plus grosses boîtes du monde. Donc, j'insiste, business, science, on va parler de science ce soir, et valeur, ça peut être de l'instinct, ça peut être ce que vous voulez. Alors cette partie business, elle se visualise comment? Elle se visualise comme un funnel. Un funnel qui est comme ça. Alors il est tout petit, il est tout serré pour l'instant, parce qu'il est artisanal. Au départ, ce funnel, quand vous êtes au tout début et que vous avez très très peu de clients, voire pas de clients, en fait vous n'allez pas mettre en place une machine de guerre pour traiter une personne. C'est une perte de temps, et on sait tous que les pertes de temps, c'est ce que vous devez éviter à tout prix en tant qu'entrepreneur. L'idée, c'est que dans ce funnel, vous allez faire passer des leads, et que ces leads, ils vont convertir en clients, des prospects. Le truc, c'est que au début, c'est très très simple, c'est très artisanal, et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir de plus en plus de clients, et qu'il va falloir structurer ce funnel. Il va falloir faire en sorte qu'il soit plus gros, plus puissant, plus performant, pour que vous puissiez faire rentrer plus de prospects, et que ça fasse sortir plus de clients à la fin. Jusque-là, ça va? Ok. Ce funnel-là, c'est un truc dont on ne va pas parler ce soir. Je mets la limite tout de suite de ce dont on parle dans cette conférence. On ne parle pas de comment traiter les clients, de comment les closer. C'est d'autres sujets. C'est des sujets qu'on traite notamment dans Anyone Can Scale, parce que c'est des sujets où il faut déjà beaucoup de clients pour que ce soit pertinent. Parce qu'en fait, à la base, ton funnel, c'est vraiment juste toi avec ton téléphone, ou qui va voir des gens, ou qui envoie des textos, et qui traite tes clients pour les transformer de lead à client. Donc, ce soir, on parle de ça. On parle des canaux d'acquisition et de la manière de trouver des clients qui vont rentrer dans ton funnel. C'est vraiment ça le but de tester et de structurer des canaux d'acquisition. Alors si on commence par le commencement. Au commencement, il y a tes premiers clients. Tes premiers clients, c'est une étape qui est dure à passer pour beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de peur inhérente à ça. Est-ce que les gens vont aimer mon produit? Est-ce que les gens vont pas aimer mon produit? Est-ce que si je leur vends qu'une idée et que en fait mon produit est pas prêt, comment je fais pour leur vendre? Est-ce que je peux les faire payer? Est-ce que je peux... Il n'y a pas de bonne réponse. Hein, c'est ce qu'on répète H24 chez Coup d'État, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. Il n'y a pas de recette. Je suis pas là pour vous donner une recette. Par contre, je peux vous donner des pistes. Pour trouver vos premiers clients, c'est le réseau. C'est votre réseau perso. C'est vos potes. C'est votre famille étendue, c'est les gens que vous avez rencontrés. Et il faut vraiment vous creuser la tête sur, ok, quels sont les gens qui pourraient être intéressés qui pourraient avoir le problème que je cherche à résoudre, et comment je fais pour les trouver, leur parler et essayer de leur vendre à la main. Parce que si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous n'allez pas mettre en place un canal d'acquisition qui fonctionne. Il n'y a juste pas moyen. Il faut absolument que vous ayez déjà des clients pour pouvoir mettre en place un canal d'acquisition pérenne. Parce qu'un canal d'acquisition, ça porte très bien son nom, c'est un canal. C'est vraiment, ça fait un flux comme ça. C'est un flux constant de clients qui deviennent des leads et qui deviennent de plus en plus chauds et qui deviennent ensuite des clients. Et si vous voulez mettre en place un flux, il faut que vous ayez déjà une base pour comprendre où trouver les gens qui vont composer ce flux. Donc d'abord, vous allez taper dans votre réseau perso, vous allez taper dans les communautés existantes et vous prenez conscience, c'est hyper important, que ce job-là de trouver des premiers clients, c'est un job d'artisan. C'est pas du tout un job où ça scale. C'est à ces phases-là où on dit « do things that don't scale ». Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tes premiers clients, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, si t'as pas au moins une dizaine de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton produit autour de toi, soit tu fais autre chose, soit tu te poses la question de comment je fais pour rencontrer des personnes comme ça et au moins les avoir dans mon réseau avant toute chose en fait. Parce que si tu n'es pas en contact un minimum avec tes clients, il y a de fortes chances pour que ton idée elle soit pétée en fait. Donc ça c'est pour trouver tes premiers clients. Quand tu trouves tes premiers clients, comme je disais tout à l'heure, c'est une course permanente et c'est une course qui est scientifique. Elle est scientifique parce que tu dois absolument mesurer tes performances. Donc même quand tu es en mode artisanat et que tu cherches tes premiers clients,
il faut que tu te poses la question de combien j'en fais. Donc il y a 2 métriques principales à suivre qui sont le nombre de leads que tu rentres dans ton pipe. Donc ça peut être, je sais pas moi, j'ai appelé un pote et il m'a donné 3 noms et 3 numéros de téléphone et bah, j'ai fait 3 leads cette semaine. Et puis le nombre de gens que tu closes. Sur les 3 leads auxquels j'ai parlé, bah, il y en a un qui est devenu client, donc j'ai 30% de conversion, enfin 33% de conversion, et c'est bien. Mais en fait, il faut le suivre, même quand c'est artisanal, parce que ça va vous permettre de vous poser la question de comment l'améliorer grâce à un canal d'acquisition. Il n'y a pas moyen de commencer plus gros que ça. Il faut d'abord avoir quelque chose. Donc suivez ça et mettez un rythme. Mettez un rythme. Moi, j'adore la semaine. La semaine, ça fonctionne très très bien. Après, il y a des cycles de vente qui sont plus ou moins longs. Il y a des cycles d'acquisition qui sont plus ou moins longs. Donc ça dépend quand même beaucoup de votre business. Mais mettez un rythme. Genre, typiquement, je coach un business en ce moment qui fait de l'entertainment. Et en gros, bah, on sait que chaque semaine, ils ont leur représentation. Et qu'à cette représentation-là, il y a tant de personnes qui ont closé et qu'on a parlé à tant d'autres personnes qui étaient potentiellement clients. Et donc on a notre 2 métriques. C'est pas un tableau Excel, hein, c'est vraiment dans la tête. Genre, quand tu as peu de clients, de toute façon, tu commences par là où tu peux. Mais par contre, tu comptes. Je vois encore trop de gens qui sont là en mode ouais, je sais pas trop, je suis là, ouais, j'ai des leads, c'est des potes, je sais pas trop, machin. Et en fait, la raison pour laquelle tu hésites à dire combien tu as de gens qui sont des leads et combien tu as de gens qui sont des clients, c'est parce que tu as peur d'avoir honte. Tu as peur de regarder face à face tes métriques et de dire ok, cette semaine, je suis resté beaucoup dans mon canapé et en fait, j'ai que 3 leads. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut compter. Parce que quand tu comptes, bah, tu te mets face au problème et tu dis bon, bah, il y a 3 leads, très franchement, je pense qu'en tant qu'être humain, je peux aller en chercher 10. C'est pas un effort gigantesque. Et il faut se mettre face à ça parce que c'est une étape dont on parle finalement assez peu. C'est cette frustration du début d'une boîte où tu as l'impression de faire des trucs ridicules. Surtout si tu as une vision qui est un tant soit peu élaborée. Tu vois, je prends toujours cet exemple de Menu Next Door, donc sur ma précédente boîte, où genre, la vision c'était changer la façon dont les gens mangent dans le monde, accèdent à de la bouffe de bonne qualité, cuisinée par leurs voisins avec un système convivial. Ça, c'est la vision dans le monde entier. Et puis ta première action, c'est bah, je vais me mettre dans ma cuisine et je vais faire à bouffer, quoi. C'est toujours frustrant. Et bah, pour trouver des clients, c'est la même chose. Tu te dis, moi, je veux bâtir un truc gigantesque qui fait 3 millions de chiffres d'affaires. Et en fait, bah, au début, tu vas parler à tes potes et tu leur demandes est-ce que ça t'intéresse, quoi. Et ça, c'est une phase qui est difficile, mais où tu as besoin de te mettre le nez dans le caca, quoi, et te dire ok, là il y a vraiment un problème et comment je fais pour augmenter ces chiffres-là. Dans cette même phase, il faut observer ses premiers clients. C'est un truc que je répéterai jamais assez et que je répète quasiment à chaque conférence, c'est qu'il faut que tu regardes les motivations, les frustrations et les comportements de tes clients. Ça va te permettre non seulement de construire un produit ou un service qui les aide vraiment et qui leur apporte de la valeur, mais ça va te permettre de comprendre comment faire un canal d'acquisition qui fonctionne. Pourquoi ? Motivation, c'est ce que les gens ont envie d'accomplir. C'est sur coup d'état, les gens ils veulent monter des boîtes. Pour plusieurs raisons, ça se creuse. Vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez essayer d'apprendre à les comprendre. Vous pouvez, si chez coup d'état, l'objectif des gens c'est de monter des boîtes, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux vouloir monter des boîtes. Tu peux vouloir monter une boîte parce que tu veux de l'indépendance financière, tu peux vouloir monter une boîte parce que ton père t'a dit que tu n'y arriverais jamais. Tu peux vouloir monter une boîte pour impressionner une meuf ou un mec que tu as croisé, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de raisons potentielles qui sont derrière les motivations des gens et qu'il faut creuser. Il faut leur parler énormément, comprendre qui ils sont, savoir trier les feedbacks aussi. Tu as envie de construire une boîte pour des gens que tu admires en fait, des gens que tu trouves trop cool. Vous tous ce soir, c'est le cas. Je suis hyper content d'être là et de faire ça avec vous parce que je sais que ça va pas être ah ouais mais moi j'ai encore rien fait et tant pis. Genre j'ai des gens en face de moi qui ont du répondant et vos feedbacks je les écoute avec plaisir. Et il faut savoir faire ça en fait en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir s'entourer de gens qui ont un feedback positif ou négatif mais qui t'importe. Et il faut choisir ce qui t'importe en tant qu'entrepreneur. Donc ça c'est les motivations. Sur les frustrations, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ces motivations. Je reprends mon exemple sur coup d'état. Il y a 3 choses principales qui empêchent les gens d'accéder à leur motivation de monter une boîte. La première, c'est qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut apprendre, parce que mine de rien, il y a beaucoup de trucs sur YouTube, le savoir est devenu une commodité, mais en fait, tu commences par où? Parce qu'il y a plein de tocards, il y a plein de gens super, et comment tu fais le tri, et c'est compliqué. Il y a la peur de se lancer.
j'ai peur, j'ose pas, je sais pas comment prendre le prochain truc, les gens autour de moi me soutiennent pas, c'est compliqué, etc. Et il y a la solitude. C'est les 3 grandes raisons pour lesquelles les gens sont frustrés de ne pas pouvoir monter une boîte. Et enfin, il y a les comportements. Et les comportements, c'est hyper intéressant parce que ça se cherche très souvent pas là où vous pensez. Ça se trouve très régulièrement dans les conversations un peu normales du quotidien. Ça se trouve dans, tu prends une bière avec un user et puis il va te dire ah ouais moi j'adore parce que je fais du poney, tu vois. Et t'es là genre quoi? Et en fait tu te rends compte que dans ta cible il y a plein de gens qui font du poney pour une raison X ou Y. Et ça c'est des comportements qui sont hyper intéressants et tu peux te poser la question de ok comment je peux prendre ce comportement là de les gens font du poney, c'est un très mauvais exemple mais voilà, comment je peux prendre ce comportement là et essayer d'en faire un canal d'acquisition. Peut-être que je vais aller voir tous les clubs de poney et leur faire des partenariats et trouver des clients. Mais en fait, il faut trouver des comportements communs. Chez Coup d'État, un des comportements communs à beaucoup de users, c'est que ça regarde YouTube. Ils regardent YouTube, ils regardent des vidéos, et bah, du coup on a une chaîne YouTube et on fait du contenu de ouf et on essaie de les attirer comme ça, parce qu'on a compris qu'il y avait un comportement qui était lié à ça. Si on prend le problème à l'envers, si tu ne te poses pas cette question des motivations, des frustrations et des comportements, tu tapes forcément à côté. Genre tu t'émets des hypothèses qui sont forcément fausses. Dans le sens où, je sais pas moi, tu vas voir une cible de gamer qui sort pas de sa chambre et qui passe sa journée à jouer parce qu'ils sont hardcore passionnés de jeu, et tu vas faire du street marketing à Châtelet, bah, y a peut-être moins de chances que si tu lances un Discord incroyable et que ça les touche directement et que c'est déjà dans leurs usages. Donc il faut vraiment observer ça. Il faut observer ça pour se poser la bonne question de bah, quels canaux je vais pouvoir mettre en place. Moi, je me suis confronté à une problématique quand j'ai commencé ma boîte. C'est que en fait, j'ai bossé dans le milieu que je vise. Donc en gros, je suis mon user number one. Donc j'ai construit mon produit à partir de ce que moi j'attendais. Sauf que là, j'ai la vision d'utilisateur. Mais mes clients, c'est-à-dire les gens qui vont payer, en fait, c'est mes anciens chefs, en fait. C'est la hiérarchie au-dessus. Et j'ai beaucoup de mal à trouver un moyen de passer du temps avec ces gens-là, les rencontrer, faire en sorte qu'ils m'accordent du temps, parce que c'est une génération qui n'est pas forcément très ouverte, qui est pas énormément sur les réseaux. Donc, à part sur les salons que j'ai identifié comme un bon canal où je peux rencontrer ces gens-là et passer du temps avec eux, j'ai du mal à, même sur LinkedIn, c'est pas des gens qui sont très digitaux, donc j'ai du mal à trouver un endroit où passer du temps avec les gens au final qui vont acheter mon produit. Parce que tu as une différence entre les gens qui utilisent ton produit et les gens qui achètent ton produit. C'est ça, ouais, exactement. C'est la merde. C'est très compliqué. On en parlait hier avec Oussama. C'est hyper compliqué parce qu'il y a un désalignement d'intérêt qui est très fort. Et il y a des manières de tacler ça. Notamment arriver à les mettre dans la boucle de valeur par exemple, arriver à mettre ces gens-là que tu veux closer, qui prennent la décision, parce qu'en fait quand on parle de sales et quand on parle de convertir les leads en clients, ou même de les toucher au final au début, tu dois te poser la question de quel est leur budget, quelle est leur autorité, quel est leur timing, et voilà, tu vois, genre c'est vraiment ok, genre est-ce que c'est cette personne-là qui va acheter ou pas, enfin, et il faut arriver à aligner ça le plus possible. Et on parlait hier de AWS, donc Amazon Web Services, qui font de la location de serveurs en ligne, où en gros, eux ont réussi à choper les gens qui prennent la décision d'achat et à les convaincre d'acheter, alors que c'est un truc qui est dédié au CTO normalement. Ils ont réussi à faire ça en mettant des super dashboards pour que les CEO puissent regarder les dashboards et dire ah ouais moi aussi je comprends encore mieux ma relation avec mon CTO, tu vois. Okay. Et en fait tu as des manières comme ça de vendre qui sont plus efficaces parce que ce dont tu as envie c'est de closer tes clients quoi qu'il arrive, mais qu'il y ait de la valeur derrière, et c'est très dur de faire le pont. Okay. C'est hyper dur, et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte absolument. Tu as un business model qui est par défaut cassé. Genre c'est compliqué et il faut que tu sois créatif dans tes manières d'approcher ça. Après, pour les canaux d'acquisition en eux-mêmes, bah, il faut... Genre, je comprends que tu te sois intéressé à ta position à toi et en tant qu'utilisateur, c'est toujours bien. Alors en termes de produits, c'est sûr que tu as des super insights parce que bah, tu l'as vécu. Tant que tu fais d'autres choses que parler qu'à toi, c'est good, tu vois.
Parce que si tu écoutes que tes problèmes à toi, tu peux très vite te monter le bourrichon. Ah ouais, j'aurais trop aimé avoir ça. Et en fait, pas du tout, tu vois. Mais donc, du coup, il faut que tu parles à ces gens-là, en fait. Il faut que tu arrives à toucher ces gens-là et repartir au point de départ qui est trouver tes clients. Parce que tes clients, c'est ceux qui achètent, quoi qu'il arrive. Tes leads, c'est ceux qui peuvent acheter potentiellement. Il faut que tu les trouves et que tu leur parles. Et c'est un effort qui est fort. Ou alors, il faut que tu trouves un autre moyen. Que tu trouves une manière détournée de vendre directement à tes utilisateurs. Genre, GitHub a très bien fait ça en faisant des pricing très bas, par exemple. Parce que du coup, le CTO peut très bien se permettre de dépenser 7 balles par mois pour lancer un GitHub. Et 7 balles par rapport au salaire d'un développeur, c'est pas grand-chose. Donc il n'y a pas d'autorité qui rentre en jeu en termes de vente, tu vois. Genre, il faut juste que tu prennes ce problème-là, que tu sois OK avec le fait que c'est une galère monumentale, que vraiment c'est très très compliqué de faire un business où les gens qui achètent ne sont pas les gens qui utilisent, et que tu tacles ce problème. Ok, ouais, non, déjà c'est déjà super cool l'idée du dashboard et l'idée d'un truc tellement peu cher qu'en fait ça n'intervient pas au niveau du décisionnaire. Je vais creuser de ce côté-là pour voir ce que ça donne. Cool, merci. Une fois que vous avez observé vos clients et que vous les comprenez mieux et que vous comprenez comment ils fonctionnent, leur motivation, leur frustration, leur comportement, c'est là qu'intervient autopromo. Non, c'est là qu'intervient du coup la vidéo des 19 canaux d'acquisition. Donc si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Et en fait, je liste vraiment toutes les choses possibles que vous pouvez faire en termes d'acquisition. Il y en a plein, il y a plein de types, on peut les découper en plein de catégories, on va en parler un peu plus tard. Mais en fait, cette ressource-là, elle va nous servir à un moment qui est crucial dans la méthode qu'il faut mettre en place pour expérimenter avec des canaux d'acquisition. Je m'explique. Quand on veut tester des canaux d'acquisition, il faut mettre en place une démarche scientifique. La démarche scientifique, elle n'est pas compliquée, elle repose toujours sur 3 piliers. L'observation, l'hypothèse et l'expérimentation. Toujours. Cette démarche scientifique, elle fonctionne extrêmement bien pour dégager la vérité du faux. En fait, en tant qu'entrepreneur, tu navigues un monde qui est extrêmement compliqué parce que tu n'es plus salarié à te poser la question de comment je réponds juste à mes objectifs, mais tu dois essayer de naviguer le monde et de comprendre comment il fonctionne. Et le problème des canaux d'acquisition, c'est que très souvent, on tape à côté et on va tester des trucs un peu au hasard et on ne se pose pas la question de savoir ce qui est vrai ou pas. Est-ce qu'on émet des hypothèses un peu de nulle part, il n'y a pas d'observation et du coup, on ne fait rien d'intéressant, on n'apporte pas de valeur à la boîte. Donc là, il y a vraiment une question de observation, hypothèse, expérimentation. Donc observer, on vient d'en parler, frustration, motivation, comportement. Hypothèse, tu prends la liste des canaux, la liste des 19 canaux, et tu te poses la question de, ok, à partir de ces comportements-là, comment je fais pour trouver un canal qui pourrait fitter? Typiquement ce que je disais tout à l'heure sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un au hasard et qu'on réfléchisse ensemble et qu'on émette des hypothèses sur votre business pour trouver des canaux? Moi, j'ai la problématique, j'ai l'impression d'avoir fait ce que tu as fait avant, là, sur le comportement, les frustrations, les motivations. Et ce qui me pose encore problème, c'est ce qui est déclaré, ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement. Et moi, je fais de la transformation digitale pour formateurs, donc c'est une obligation à la fois légale, enfin, avec le tout écran, tu te dis qu'ils te disent, je sais qu'il faut que je passe au digital, mais à 90%, ils te disent, il faut que je le fasse. Et quand après, je propose mon offre, il n'y a plus personne, en fait. Ouais, il y Dès a qu'ils toujours a- un énorme décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens Voilà, font. ouais. C'est une des tristesses du monde, mais il faut faire avec. Et effectivement, Ouais. en fait, il faut juste observer ce qu'ils font. Genre, tu peux leur demander des trucs, mais ça ne sert qu'à observer comment ils se comportent réellement. Et en fait, tu as des moyens d'observer ça. Il faut juste que tu t'imagines en situation de pré-bataille, tu vois. Genre, si tu avais une bataille demain à mener, une bataille de guerre, quoi, tu prendrais de l'info. C'est le premier truc que tu fais. Et en fait, tu as besoin absolument de cette info-là. Et typiquement, c'est une cible que je connais un tout petit peu parce que j'avais bossé dessus quand j'étais à l'école. Et en fait, très souvent, ces gens-là ont des motivations qui sont complètement désalignées des motivations de la boîte. Quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui te dit ouais, je sais que je devrais passer au digital et qui le fait pas, C'est des indépendants, hein. c'est des indépendants. Oui, Ok. ils Mais ne même, dépendent pas d'une boîte. Tu vois, à la limite, c'est presque même plus simple pour moi de convaincre l'organisme de formation qui oblige les formateurs à suivre les formations.
Et pourtant, le pire, c'est qu'ils ont un budget annuel dans le cadre des financements professionnels et ils ne l'utilisent même pas. Et je n'ai. Et donc, pourquoi c'est-à-dire- pas Pardon? Pourquoi pas Pourquoi le ils ne font l'utilisent pas? Ouais. Parce que ça les saoule de changer, en fait. Ils ont une façon de travailler et ils aiment dire qu'ils aiment le changement. Alors, en plus, ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils vont te parler de leurs apprenants en te disant ouais, les apprenants doivent apprendre le changement, ils sont réfractaires, il faut et quand tu te retrouves en formation avec eux, ils te disent ah, j'aime pas Google Sheets parce que moi tu comprends, j'aime pas Excel. Ouais. Et donc voilà, et je me dis, j'ai perdu beaucoup de temps à faire une offre basée sur ce qu'ils me disaient, pour que finalement, une fois que je la propose, alors bon, j'ai quand même quelques clients, mais on va dire que c'est ceux qui sont prêts finalement à changer, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, de trouver des personnes qui finalement ont les mêmes peut-être valeurs que toi, C'est peut-être ça la clé. Peut-être que la clé, elle est de trier mieux, tu vois. Ouais. Parce que tu peux soit essayer de faire une offre qui est complètement différente et essayer de les attirer avec cette offre-là parce que, je sais pas, ça dit ne changez plus jamais. Tu vois, j'en sais rien en fait. Soit tu changes les clients, quoi. Et tu pars du principe qu'il faut que tu trouves ces gens-là qui sont un peu sensibles au changement et ils sont à d'autres endroits. Peut-être qu'ils regardent Coup d'État. Possible. Tu vois, mais c'est ça la question qu'il faut se poser, quoi. C'est qu'en fait, j'entends bien qu'il y a un problème et tu l'as identifié et c'est top, tu as mis des mots dessus. Maintenant, il faut trouver une solution à ce problème, quoi. Mais je me suis dit qu'un des moyens que j'allais utiliser, je vais tenter, c'est de leur dire ne soyez pas à la ramasse, arrêtez d'être un has-been, tu vois, de créer l'urgence. Tu vois la matrice de Kotter, Ouais. ils disent en premier lieu créer l'urgence. Et je me suis dit, comme ils réagissent pas, je vais leur dire bah, soit tu es un ringard, soit tu es dans le monde soit tu es un formateur du 21e siècle, soit tu es un ancien prof de la petite maison dans la prairie, dans sa classe avec. Ça peut être un moyen. Ça se teste, Ouais. quoi. Ça se teste et ça m'amène du coup à mon troisième point qui est il faut expérimenter, en fait. Ouais. Il faut expérimenter et cette hypothèse-là, elle est valide. Parce que le problème, c'est que ce cycle-là, il doit être répété le plus vite possible et le plus de fois possible. Le cycle observation, hypothèse, expérimentation. Parce que plus tu le fais et plus tu apprends des nouvelles choses réelles. Encore une fois, tu dégages le vrai du faux. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, si tu fais juste de l'observation et que les gens ils te disent ouais, moi je veux pas, je veux trop acheter ton produit et que t'attends et que t'espères qu'ils achètent ton produit et qu'ils le font jamais, t'es dans l'hypothèse constante, tu vois. Tu finis pas le cycle. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à l'expérimentation. On pourra revenir un tout petit peu à ça plus tard si vous voulez, mais du coup c'est ça la partie la plus importante, je pense, de cette présentation, c'est comment t'expérimentes. Expérimenter, c'est un truc qui doit être profondément objectif. Ça se base évidemment sur la mesure de ton succès. Cette mesure, elle se fait avec deux choses. Elle se fait avec un objectif qui est clair et une deadline. Toujours. Ça te permet d'être profondément objectif sur ce que ton toi du passé a décidé et ce que ton toi du présent a exécuté, une fois que l'expérience est terminée. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est d'être honnête avec soi-même. Genre typiquement, tu veux tester un truc. Tu dis ok, je pense qu'avec cette nouvelle hypothèse, avec cette nouvelle offre, avec ce nouveau canal que je vais tester, je vais pouvoir attirer 10 clients sur la semaine prochaine. Si à la fin de la semaine prochaine, tu as attiré 9 clients, ça marche pas. C'est raté. C'est une expérience qui est ratée et qu'il faut recommencer. Et je pense que c'est ça le cœur d'arriver à mettre en place un canal d'acquisition, et c'est ça que le mouvement Growth a très très bien introduit dans les pratiques de boîte, c'est qu'il faut expérimenter très vite et être profondément objectif par rapport à ces expérimentations. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tu peux toujours décaler la deadline, toi en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui décides de ce que tu fais et de comment tu exécutes. Mais en fait, c'est beaucoup plus efficace de faire une expérimentation 4 fois de suite et de la réessayer jusqu'à ce que ça marche, que de se poser la question de est-ce que c'est une bonne expérimentation pendant un mois. C'est toujours beaucoup plus efficace. C'est juste qu'il faut arriver à prendre des décisions rapides et une fois qu'elles sont prises, pas se retourner et tout donner. Et c'est ça qui est hyper dur dans les canaux d'acquisition. Et c'est pour ça que
je rentre pas dans le concret de comment tu mets en place des Facebook Ads. On aura d'autres vidéos pour ça, c'est d'autres sujets. Là, je parle de vraiment comment tu testes des canaux d'acquisition. Tester des canaux d'acquisition, c'est observer ses clients, ses potentiels clients, émettre des hypothèses sur où ils sont et comment je peux les toucher, et ensuite dire ok, je pense qu'avec le temps que je vais investir en une semaine, l'énergie que je vais dégager, les tests que je peux faire si je fais, je sais pas, des vidéos sur Facebook et que je mets 500 balles de budget, et ben derrière, je pense que si j'ai 100 clients, c'est quand même réglo. Ça vaut mon temps. Et c'est là qu'il y a un rapport à l'argent qui est très important, c'est qu'il faut se poser la question de combien vaut ton temps. Si tu as bossé une semaine et que ça te rapporte un client et que tu es content, lourd. Si tu as bossé une semaine et que ça te rapporte 100 clients et que tu n'es pas content, vise 200. Et en fait, c'est ça le jeu, c'est d'arriver à être aussi honnête avec soi-même par rapport à ce que tu penses être ta valeur, et à te dire, à être un peu honnête par rapport à ta situation qui est ok, aujourd'hui je veux lancer des Facebook Ads parce que c'est ma meilleure hypothèse, parce que je sais que je vise une population qui a 40-50 ans, qui passe du temps sur Facebook et du coup j'ai envie de faire de la Facebook Ads pour l'attirer sur une landing page. Cool, bonne hypothèse, teste-le, mais si tu as 10 euros de budget de Facebook Ads, t'attends pas à avoir des résultats astronomiques. Tu te dis ok, avec 10 euros de Facebook Ads, je me dis que si je pouvais avoir 2-3 leads, ce serait lourd. Et si tu as 2-3 leads à la fin de ton expérimentation, eh ben, c'est une victoire et du coup tu creuses plus ce canal et tu vois si tu peux en faire plus. Et si tu t'es dit je veux 3 leads et que tu en as 2, c'est raté. Et soit tu te dis ok, c'est peut-être moi qui ai fait un truc de travers et qui fonctionne pas, et tu réessayes, et au bout d'un moment tu vas très vite te rendre compte à force d'arriver à ta deadline et de te dire bon ça marche pas, que bah faut jeter l'éponge et passer à un autre canal. Soit tu continues et au bout d'un moment tu as des succès. Mais si tu veux, genre j'adore voir l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo, évidemment j'ai bossé beaucoup là-dessus ces derniers temps. Dans un jeu vidéo où la difficulté n'est pas extrêmement élevée, si tu refais le même niveau 60 fois de suite, c'est qu'il y a un problème. Surtout dans un jeu vidéo comme l'entrepreneuriat où on n'est pas sûr que le niveau il peut être gagné. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est qu'en fait, tu t'entames une expérimentation où tu ne sais pas si à la fin ça va marcher ou pas. Il n'y a pas de garantie que si tu fais bien le job, ça va fonctionner. Et donc, la seule manière de faire ça, c'est d'être profondément convaincu toi-même que tu as bien fait le job et que malgré ça, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des expérimentations qui sont à moitié faites. Il ne faut pas dire « Ah ouais, j'ai fait une pub Facebook, j'ai mis 2-3 textes, une petite image, et puis je l'ai lancé avec 15 balles de budget, et c'est bizarre, j'ai pas eu mes 200 leads que j'espérais. » Genre, il faut être honnête par rapport à ça, et il faut arriver à faire cette boucle le plus régulièrement possible. Parce qu'à la fin de chaque expérimentation, si tu repars en observation, si tu repars en hypothèse et que tu refais quelque chose, tu as forcément appris un autre truc qui va faire que ton expérimentation elle est différente. C'est clair? Question? Concernant l'efficience en fait, de tes canaux, à quel moment tu te dis celui-ci je le jette, celui-ci je le garde, celui-ci c'est moi qui n'ai pas fait le travail qui devait être fait dessus? Quand tu le sens. Genre vraiment, et c'est ça qui est dur dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, je peux pas répondre fondamentalement à la question que tu te poses sur toi-même, sur quel est mon niveau de résilience et quel est mon niveau d'exécution. Je peux pas savoir. Il n'y a pas de règle. Parce qu'en fait, tu vas avoir des exemples de gens qui vont te dire « Ouais, moi j'ai fait des expérimentations de YouTube Ads pendant 6 mois, ça marchait jamais. Et puis au bout du 6e mois, il y a un truc qui s'est passé et ça a explosé. Heureusement que j'ai pas arrêté au 5e mois. » Super histoire. Puis tu as des gens qui vont te dire « Ouais, bah moi j'ai fait de la YouTube Ads pendant 2 semaines, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai lancé des campagnes d'affiliation et ça a cartonné, ça m'a rapporté beaucoup de leads. » Et en fait, c'est juste à toi d'y croire. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des deadlines courtes. Genre, plus ta deadline est courte et plus c'est évident de jeter ton taf à la poubelle et d'aller tester autre chose. Après, il y a des canaux où il faut bien comprendre que c'est plus difficile que d'autres d'atteindre des résultats et où c'est plus long que d'autres. Il y a une vraie différenciation entre inbound et outbound. Inbound, c'est tous les canaux où tu fais des trucs qui sont cool, qui ont de la valeur pour tes potentiels clients. Ils entendent parler de toi par ce biais-là, et du coup, ils viennent à toi tout seuls. Typiquement, chez Coup d'État, on a une strate de contenu, du coup, on fait des vidéos, les gens ils regardent nos vidéos sur YouTube, ils écoutent nos podcasts, ils trouvent ça cool, et ils viennent sur coupdeta.co et ils s'inscrivent.
De notre côté, ça ressemble quasiment à du lead organique de bouche à oreille. Alors qu'en fait, ils ont quand même découvert Coup d'État par un canal. Ça, c'est de l'inbound. C'est tout ce que tu fais sans aller chercher activement des clients et où les gens trouvent ça cool et du coup, ils viennent chez toi. Et après, tu as l'outbound. L'outbound, c'est quand tu vas chercher activement des clients avec les temps. Typiquement, ça va être du cold calling. Ça va être scraper des emails sur LinkedIn et envoyer du cold email à plein de gens. Ou utiliser LinkedIn Sales machin là, je sais plus leur outil pour aller contacter des gens, qui est une espèce de CRM pour trouver des leads. Ça peut être acheter des bases email et envoyer du cold email. Ça peut être faire de la Facebook ad, c'est de l'outbound parce qu'il y a une vraie intention qui est juste ok, viens chez nous, viens, tu vas pouvoir rentrer dans notre funnel, on a un truc à te vendre. C'est de la pub pure et dure. Et il y a une vraie différence entre les deux. Sur un canal inbound, c'est difficile parce que ça met du temps. Et en fait, les canaux inbound, ils se compoundent en fonction du nombre de clients que tu as déjà. Parce que très souvent, quand tu as un canal inbound qui fonctionne, c'est parce que tu as déjà une communauté de gens qui a acheté tes produits et qui est affiliée un minimum à toi, qui est engagée avec toi, qui va regarder tes contenus, lire tes articles, taper ton nom dans Google, etc. Et du coup, tu as besoin d'avoir déjà une base existante pour que ton canal inbound fonctionne. Donc au tout début, faire un canal outbound, c'est souvent plus efficace. Tu vas aller chercher 10 clients à la main en faisant du scrap LinkedIn. Ces gens-là, tu vas en closer une partie. Et puis, même ceux que tu n'auras pas closés, tu vas pouvoir leur dire « Ah, au fait, je lance un canal inbound, sans le dire. C'est un article sur tes problématiques, c'est gratuit, partage-le à tes potes. » Et ces gens-là, ils sont en mesure de le partager. Et du coup, hop, ça fait augmenter ton canal inbound progressivement, mais tu as besoin de faire rentrer tout le temps de l'outbound jusqu'à ce que ce soit autosuffisant. Mais en fait, ça l'est jamais. Genre l'inbound ne suffit pas tout seul. Genre si tu veux faire une boîte qui grossit très vite, il faut mélanger les deux. Et donc du coup, pour répondre à ta question initiale, si tu as un canal qui est du SEO, il n'y a pas moyen que tu fasses une expérimentation de 2 semaines et que tu te dises ok, dans 2 semaines, je veux 200 visites via SEO sur mon site, parce que ça prend au moins 2-3 mois, voire 6 mois de mettre en place une vraie campagne SEO et de le faire correctement. Parce que c'est du référencement naturel, il faut trouver les mots-clés sur lesquels les gens vont taper régulièrement, il faut arriver à se positionner, il faut créer plein de landing pages, enfin c'est un travail de fond. Tu vois, c'est pas genre j'ai fait mon travail et puis ensuite je sais directement quel est le résultat. Et donc du coup, l'efficace, c'est d'arriver à mettre en place de l'outbound de manière très court terme, de dire ok, je fais un test sur 2 semaines pour trouver des clients potentiels qui vont rentrer dans ma base de données très vite, et de mettre de l'inbound en tâche de fond, qui est ok, on a notre stratégie de contenu, et tous les gens qui rentrent par l'outbound, eh ben on va se mettre une deadline de, je sais pas, ça peut être 1 mois, et dans 1 mois, on veut que si on fait un article par semaine, eh ben le 4e article il soit lu tant. Et le problème de l'inbound, c'est qu'il y a beaucoup de chance aussi qui jouent avec, etc. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Mais il y a des choses dans lesquelles tu crois fondamentalement. Je veux dire, si tu fais du SEO et que tu n'es pas convaincu que ça va te rapporter plein de clients, fais pas de SEO, tu vois. Genre, il faut juste arriver à être honnête. Et c'est un point qui est hyper dur. C'est hyper dur à soulever. Et sur Coup d'État, tu vois, même là, j'ai du mal encore à expliquer comment tu fais. Genre, c'est vraiment la question fondamentale de c'est quand que tu continues et c'est quand que tu t'arrêtes. Et en fait, tu t'arrêtes quand tu n'y crois plus. C'est juste qu'il faut être honnête par rapport au temps qu'il faut pour mettre en place un canal. Donc là, je te donne une piste, mais il faut tester, il faut regarder un peu ce que les autres de ton marché font. Très souvent, une bonne méthode, c'est d'aller prendre ce que les autres font sur le marché et de faire l'inverse. Tu vois, typiquement, si tu as un canal, si tous tes concurrents ils font du SEO, bah, peut-être que toi, il y a un comportement de tes users que eux n'ont pas observé et que tu peux aller taper un canal qui est intéressant pour eux et le mettre en place très rapidement, etc. Mais ouais, c'est la partie difficile. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais... Si, plutôt. Okay, cool. Moi, c'est par rapport aux objectifs. Comment tu mets en place, enfin, comment tu sais quel objectif faut mettre en fait. Alors, il y a pas de... Je peux te donner une espèce de méthode. J'aime pas trop ça parce que très souvent, tu peux le faire à l'instinct. Genre, normalement, si tu es un minimum honnête et que tu vises pas à n'importe quoi, par rapport à l'état actuel de ton business, tu peux savoir à peu près ce que ça fait. Pour te donner une méthode,
Une bonne manière, c'est de réfléchir au prix de ton temps et de te dire, ok, si j'investis tant de temps à chasser X clients, ça vaut le coup. Au début, tu vas le faire un peu au doigt mouillé et tu vas tester et tu vas te rendre compte en fait. Après 1, 2, 3 expérimentations, tu vas vite voir ce que ton temps et ton énergie est capable de ramener comme nombre de leads. Et donc du coup, tu vas pouvoir jauger à partir de ça. Parce que le problème, c'est qu'en fonction des tailles de boîte, ça change extrêmement, tu vois. Il y a un exemple qui est marrant, c'est Voodoo Games. Voodoo Games, c'est une boîte qui édite des jeux mobiles où quand tu vas aux toilettes, tu joues à des jeux comme ça. Et ils font de la pub sur Insta. Et en fait, eux, ils ont une expérimentation d'acquisition de leads qui est à chaque fois qu'on lance un jeu, on a un objectif de téléchargement sur la première semaine. Ça, c'est un type d'expérimentation, tu vois. Et en fait, chez Voodoo Games, aujourd'hui, les expérimentations, c'est il faut qu'il y ait 1 million de downloads en une semaine, tu vois. Alors que si toi, tu développes un jeu indépendant qui est de la même qualité, mais que tu n'as pas les moyens marketing et la force de frappe de Voodoo Games, tu vas te dire, sur ma première semaine, je vais essayer d'avoir 1000 téléchargements, ce sera déjà malade, tu vois. Et comment tu fais pour avoir 1000 téléchargements? Ça se cherche. Peut-être que tu veux chercher 100 téléchargements, auquel cas, tout de suite, ça devient plus accessible. T'imagines, tu lances un jeu, et tu me dis, vas-y, trouve-moi 100 personnes qui téléchargent le jeu. Moi, je vais faire le tour de The Family et je vais faire installer le jeu à tout le monde. Et ton objectif, il est atteint. Tu vois, il y a des efforts que tu peux faire et il faut juste mettre en perspective ces efforts. Genre, si tu le prends à l'échelle d'une grosse boîte comme Voodoo, c'est beaucoup plus clair. Parce que tu as 30 mecs qui développent le jeu depuis 6 mois, donc ça coûte X. Tu as tout le budget marketing, tu as toute l'équipe marketing, tu as toute la créa, etc. Donc tu as un budget pour le lancement du jeu et ton objectif, c'est que ce budget, il vaille le coup par rapport au nombre de gens qui utilisent ton produit. Et bien en fait, ramène ce calcul-là à ta situation à toi, et même si tu es tout petit, ça marche. Ok, j'y ai passé la moitié de ma semaine. La moitié de ma semaine, j'estime que ça vaut X, je sais pas. Tu peux te dire, moi je vaux 500 € par jour. Tu peux te dire, moi je vaux 1500 € par jour. Et tu vas voir si tu te trompes ou si tu te trompes pas. Et en fait, tu calcules à peu près comme ça en termes de budget par temps passé. Et tu te dis, ok, si là j'y ai passé tant de temps et que j'attire tant de clients, c'est que j'ai de la valeur. Il faut que tu comprennes que tu bosses pour toi aussi, quoi. Du coup, quand tu arrives à la fin de ta deadline et que tu analyses si tu as fait ou pas ton objectif, si tu l'as pas fait, qu'est-ce que tu fais? Tu relances une deadline avec un autre objectif? Ou alors tu jettes le canal ou ça c'est toi qui le sens en fait. C'est toi qui le sens. C'est toi qui le sens. Après, tu as des canaux, genre au fur et à mesure du temps, tu vas développer des canaux qui fonctionnent et où tu le sais. C'est ça la beauté du truc, c'est que de toute façon, même si tu fais 5 expérimentations qui durent 2 semaines chacune, tu auras forcément perdu moins de temps que tout le temps à passer à cogiter, etc. Donc il faut juste tester et il n'y a pas moyen que sur 19 canaux, tu n'en aies pas un qui marche. Tu vois. Si tu mets vraiment de l'énergie et que tu le fais correctement et que tu transformes ton temps en leads, normalement tu dois y arriver. Ne serait-ce que en allant voir des gens autour de toi et en essayant de comprendre. Tu vois. Le truc, c'est que quand tu sais qu'un canal est censé marcher et qu'il n'a pas marché cette fois-là, évidemment, tu relances une expérimentation et tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché cette fois-là. Tu récupères plus d'infos, tu fais plus d'observations, du coup, des meilleures hypothèses, et hop, voilà. Si jamais tu en es à ton 3e canal testé et qu'à chaque fois, tu as 0 résultat, teste-en un 4e, quoi. Teste-en un 4e, ou alors, peut-être que tu as des résultats et que tu te rends pas compte qu'ils sont bien. Peut-être que avec les moyens que tu mets dans tes expérimentations, en fait, tu récupères 10 leads par semaine et que c'est déjà bien en fait. C'est juste que, en plus, chez Coup d'État et chez The Family et tout ça, on a une tendance folle à parler de chiffres hyper extrapolés, de grosses boîtes, de startups qui ont des croissances à 4 chiffres, évidemment. Mais en fait, au début, on a tous commencé avec des tout petits chiffres, tu vois. Et il faut juste se dire, accepter les petites victoires en tant que telles. Genre, parce que le problème de la plupart des expérimentations que je peux observer, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais, moi je vais faire une Facebook Ads et à partir de là, skyrocket. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'en fait tu te retrouves à faire une Facebook Ad et que tout d'un coup il y a 1 milliard de bouche à oreille, ou alors c'est de la chance, et tant mieux, tu vois. Mais en fait, tes expérimentations, c'est pour ça que tu mets absolument un objectif qui est clair. Et tu dois te dire, ok, voilà, cool, tu vois, cool, on a fait notre petite victoire, vas-y, on essaye de la faire un peu plus grosse après, et un peu plus grosse après. Et peut-être qu'une fois, tu as de la chance et que ton objectif, il est éclaté complet, tu vois.
et que tu es là genre waouh ça a trop bien marché, et là c'est des moments où bah, en tant qu'entrepreneur c'est hyper gratifiant et il faut juste chercher ça. Et donc du coup ouais il n'y a pas de peut-être il y a deux possibilités, soit tu changes de canal, soit tu réduis tes objectifs et tu trouves des manières plus efficaces et plus directes d'atteindre ton objectif, tu vois. Parce que atteindre un objectif c'est toujours mieux que espérer en atteindre un plus grand, tu vois. Donc, donc ouais, ça c'est vraiment la grande question. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette honnêteté, pour reprendre l'exemple de Voodoo, une fois ils avaient un objectif de 1 million de downloads du coup sur la première semaine, et arrivé à la fin de la première semaine, ils avaient 976 000 de downloads. Qu'est-ce que tu fais? Échec. C'est raté. C'est raté parce que quand ça marche, ça fait 5 millions de downloads. Tu vois? Genre c'est ça le jeu. Et tu le rapportes encore une fois à des chiffres beaucoup plus petits quand tu es en démarrage d'activité. Genre là, je vois des business en ce moment, ils sont tout petits et ils sont là genre ah bah ça marche pas, j'ai testé une campagne et j'ai rapporté 2 leads. Ah ouais, tu les as appelés? Non. C'était un échec. Et je suis là genre bah vas-y, go, fais ça, tu vois. Prends toutes tes petites victoires et essaie de les transformer en quelque chose de plus gros. Tout le temps. Et même si tu as des toutes petites steps au début, elles compoundent forcément. Ça fait un effet boule de neige ultra fort. Et cet effet boule de neige, il est inarrêtable, sauf si toi tu t'arrêtes. Et en fait, le jour où tu t'arrêtes, c'est hyper dur de le relancer. Genre ça reprend le même effort et c'est très compliqué, tu vois. Je le vois, nous la stratégie de contenu chez Coup d'État, on a arrêté il y a 6 mois pour des raisons stratégiques parce qu'on ne pouvait plus. On est passé instantanément de 1500 leads par semaine à 250. Et bah maintenant il faut relancer le truc et c'est compliqué quoi. Genre il y a de nouveau de l'inertie, il faut de nouveau relancer, c'est ultra frustrant en tant qu'entrepreneur, alors qu'à la base on faisait des expérimentations, on sortait une vidéo et ça nous faisait 50 leads, tu vois. Et on était là genre ouais 50 leads c'est cool, puis on n'en faisait rien. On les closait pas, on cherchait pas, on était là genre ouais, il y a juste des gens qui sont rentrés dans notre base de données. Et c'est juste qu'il faut arriver à être focus sur ce qui est important pour ton business. Si ce qui est important pour ton business aujourd'hui c'est de faire du cash, ce qui normalement devrait être important à tout moment, bah, trouve un moyen de faire du cash même avec le peu de choses que tu peux avoir avec des petites expérimentations. Et c'est pas grave de pas avoir des trucs gigantesques. Je pense aussi que, enfin, je ne sais pas si ça parle aux autres, mais parfois dans l'expérimentation, on a peur moi je le vois, j'ai peur de changer de message et du coup de perdre les personnes en fait dans le message que je teste. Je sais pas si ça Comment parle. ça? Par exemple, tu as d'abord l'idée d'aller plutôt à la cool et de donner des données chiffrées du genre moins 80% de temps passé, moins 30% de papier, etc. Tu vois que ça ne performe pas, tu changes ton message et tu commences à être un peu plus incisif. Et du coup, tu dis merde, les gens ont vu mes messages précédents, enfin, ils ont vu mes pubs, mes messages. Ça fait bizarre, tu vois, de changer de communication. Voilà, c'est juste, je ne sais pas si Donc tu as peur que toi dans l'expérimentation. sur des leads d'une expérimentation avec un discours particulier par exemple, par rapport à une autre expérimentation avec un autre discours, que tu perdes ceux de la première? Ou que je perde en crédibilité pour les personnes qui m'ont vu parce qu'ils se disent elle est en train de se chercher, donc finalement elle n'est pas sérieuse. Ouais, t'as pas de crédibilité de toute façon. Genre, c'est pas compliqué. Genre, personne n'en a en fait. Genre, même nous, c'est la même chose, tu vois. Genre, moi, à chaque fois, je me pose la même question. C'est incroyable. Genre, je me pose exactement la même question. Je suis là, genre, ouais, mais imagine, on change la value proposition d'Anyone Can Scale et les gens, ils voient et ils se disent, ah, c'est des bolos. Bah, en fait, les gens, ils voient, ils s'en foutent. Parce que les gens, ils accordent beaucoup moins d'importance que toi à ton business. Les gens, ils s'en foutent complet, quoi. Et en fait, ça commence à se voir quand t'as des leads vieux. Tu vois, genre nous, on était là, ouais, donc on a plus que 250 leads par semaine. C'est pas forcément le segment qui nous intéresse pour vendre Anyone Can Scale, etc. Bah vas-y, on va reprendre notre lead de 40 000 leads qu'on a généré sur l'année dernière dont on n'a rien fait et on va essayer de les closer. Et les gens, ils ont oublié, quoi. Les gens, tu les appelles, ils sont là, coup des quoi? Et tu fais, bah mec, quand même, c'est important, j'y dédie toute ma vie. Et en fait, le gars en face, il s'en fout. Et du coup, c'est la même chose. Ah oui. Tu vois? Genre, la perception qu'ont les gens de ton business, elle est complètement différente de la perception que tu as toi de ton business. Et la plupart du temps, ils s'en foutent. Et les gens qui te supportent vraiment, ils comprendront que ton offre, elle change. Donc au final, tu n'as rien à perdre. T'as rien à perdre parce que, et c'est encore une fois pour ça qu'on fait des expérimentations à court terme.
Parce que si tu fais une expérimentation qui dure 2 semaines et que la fois suivante, tu fais une autre expérimentation, ceux de la première, ils sont perdus. Genre, faut les considérer comme perdus. C'est pour ça qu'on fait des canaux d'acquisition. Parce que sinon, on irait juste tous acheter des listes d'emails de 60 000 personnes et puis on essaierait de closer un par un les 60 000 personnes jusqu'à avoir fait 100% de la liste. Mais c'est pas possible parce qu'il y a une notion de flux. Les gens, ils expérimentent le temps. Genre, ils vivent, ils ont d'autres choses à faire dans leur vie que s'intéresser à ton business et t'avoir au téléphone pour leur expliquer pourquoi ta solution elle est trop cool. Et en fait, c'est pour ça. Genre, nous, on considère chez Coup d'État qu'un lead qui rentre, s'il n'a pas acheté au bout de 7 jours, il est perdu. Il est perdu complet. Donc je peux complètement changer mon offre et je peux restructurer la boîte de zéro. De toute façon, il est perdu pareil, quoi. Donc autant avoir les nouveaux qui découvrent et qui sont là genre ouais, c'est trop bien cette nouvelle proposition de valeur. Parce que à moins que tu évolues dans un milieu profondément malsain où tout le monde se parle et où tout le monde parle de toi et où tout le monde dit ah, regarde ce qu'ils ont fait, c'est terrible, c'est pas possible, tu vois, que ça arrive en fait, que tu perdes en crédibilité parce que tu as changé un truc ou que tu as expérimenté quelque chose d'autre. C'est pas possible. Même les grosses boîtes, genre combien de grosses boîtes se font taper dessus à chaque fois qu'elles sortent quelque chose de nouveau. Genre c'est Oussama qui parlait de ça l'autre jour dans une conf sur les AirPods là. Tu te rappelles ce qui s'est passé quand ils ont sorti les AirPods Apple? Tout le monde a rigolé. À deux familles, c'était improbable. Tout le monde était là genre les bolos, ils font des écouteurs sans fil, regarde comme t'as l'air d'un con. Aujourd'hui on a tous des AirPods. Parce qu'en fait, ça compte pas. Ce qui compte, c'est que t'aies des nouvelles personnes qui trouvent ça cool, ta nouvelle value proposition, pas que t'aies d'anciennes personnes qui trouvent pas ça cool. Ça compte pas. Et ça revient dans cette histoire d'observation. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire un tri qui est hyper important dans ton observation. Il faut trier. Est-ce que cette personne-là, elle est pertinente pour moi? Est-ce qu'elle l'est pas? Et pire, est-ce que c'est moi? Parce que écouter tes propres feedbacks sur tes propres peurs inhérentes à ton business de ah bah ouais mais les gens ils comprennent pas ce que je fais, la raison pour laquelle les gens comprennent pas ce que tu fais, c'est pas que tu dois avoir une unité géniale de ton business et comprendre comment leur vendre, c'est que eux ils doivent arriver sur une page ou sur un mécanisme X où ils comprennent. Parce que c'est leur vie. Leur vie, c'est ils sont là, tranquilles, ils font leur life et tout d'un coup ils tombent sur ta page. Ils en savent rien de ton passé, ils en savent rien de tout ça. Et c'est là qu'est l'intérêt d'aller chercher constamment des nouveaux clients. C'est trop bien ce dont on est en train de discuter parce que moi ça me fait réaliser un truc. Parce que j'ai fait le travail au début de rechercher beaucoup de leads et de les appeler un par un. Voilà, j'ai fait ce travail-là au début, mais après je me suis un petit peu reposé sur mon taf. Et j'ai gardé la liste que j'avais et je continuais simplement à juste renouveler mes appels et mes relances sur les leads que j'avais déjà contactés. Et au final, au bout d'un moment, en fait, je les considérais jamais comme perdus. Et au final, au bout d'un moment, à force de les relancer, de leur envoyer des emails, de les rappeler et de voir qu'en fait, en face, il n'y a pas de réponse, j'ai commencé à me dire que en fait j'étais nul et que ça marchait pas et à désespérer en fait. Et au final, c'est que j'avais pas compris un truc, c'est que je me reposais simplement sur la liste que j'avais faite au début, mais c'est juste qu'il fallait continuer en fait et aller chercher de nouveaux clients parce que évidemment à force d'en faire tu deviens meilleur. Et du coup, les nouveaux clients que tu abordes, ils auront une version de toi-même qui est meilleure par rapport à celle que tu avais il y a 3 mois. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler et c'est pour ça qu'il faut en ramener toujours de nouveaux pour tester à chaque fois, quoi. Parce que dans tes expérimentations, tu as aussi un élément que tu peux observer qui est la qualité de tes leads, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que tu creuses, tu trouves des nouvelles personnes et des fois tu vas tomber sur une niche qui est complètement différente et qui peut être vraiment pertinente pour toi. C'est juste, encore une fois, il faut être très objectif et prendre conscience que les gens, une fois qu'ils ont eu contact avec ton business et qu'il s'est passé un certain laps de temps, que tu changes ou que tu changes pas, ils s'en foutent. Donc autant que tu changes et que tu fasses quelque chose de mieux, quoi qu'il arrive, toujours. De mesurer les succès. Mesurer les succès, c'est plusieurs métriques qu'il faut suivre. Il y en a de plus en plus et c'est pas forcément
appliquée dans beaucoup de cas. Alors la première chose à mesurer, évidemment, c'est les perfs des campagnes. Donc si demain tu lances de la Facebook Ad, tu regardes le nombre d'impressions, tu regardes toutes les performances qui sont inhérentes à ton canal d'acquisition lui-même. Et après, tu regardes le nombre de trafic que ça t'a généré. Donc si tu as un canal qui est web, c'est hyper efficace parce que c'est super simple. C'est juste, ok, il y a combien de personnes qui ont visité mon site, ça devient une métrique qui est très simple. Tu fais ça avec Google Analytics, ça va très très vite. Si tu as des choses qui ne sont pas web, il faut que tu trouves un moyen de mesurer, au-delà de la performance de ta campagne, combien tu as eu de gens qui potentiellement auraient pu devenir des leads. Typiquement, les salons. Moi, je vois trop de gens qui vont faire des salons et ils ont leur stand, ils parlent aux gens, et les gens se cassent et ils sont là genre ah, je te laisse une carte, bisous. Tu vois. Et en fait, c'est pas possible. Genre, tu dois absolument arriver sur un salon avec une stratégie pour recueillir des leads et avoir une vraie liste à la fin. Tu dois venir avec ton iPad ou au moins ton téléphone et prendre des adresses email. C'est pas possible. Parce que sinon, comment tu fais pour expérimenter? Comment tu fais? Genre, à la fin de ton salon, t'es là genre ah, c'était bien. J'ai kiffé. Tu vois. J'ai passé un trop bon moment. Ouais, cool. Et ton business, il en est où? Ben, en fait, t'es obligé de te dire, ok, ce salon-là, combien ça nous a rapporté de leads? 30, 200, 10 000. J'ai vu des gens, j'ai vu des boîtes. Genre, ils ont fait des 10 000 leads sur des salons, quoi. C'est ridicule. Genre, les gens, ils viennent, ils font des expérimentations de je sais pas quoi. Il y a de la recommandation en live, t'as un sales sur place, et du coup, ils font du referral en live, et ça génère 10 000 leads à la fin du salon, tu vois. Et c'est pour ça, encore une fois, il y a une histoire d'ambition et de est-ce que tu veux mettre en place des expérimentations qui sont folles ou est-ce que tu veux mettre en place des expérimentations qui sont petites. Il n'y a aucune bonne réponse, mais il faut toujours le faire. Donc il faut mesurer ça. Évidemment, il faut mesurer le nombre de leads à la fin. Et in fine, il faut mesurer le nombre de gens closés. Et ce qui est intéressant dans ce funnel-là, c'est qu'il est fait en 3 parties. Parce qu'en fait, un funnel, quand tu le construis et que tu veux mesurer efficacement, il faut d'abord qu'il fasse qu'une seule partie. En gros, tu as la perte de ton expérience, donc les potentielles personnes qui passent sur ton site, en l'occurrence, et puis le nombre de deals closés. Et en fait, plus tu veux de la granularité sur là où les gens se perdent dans l'expérience, plus tu rajoutes d'étapes. Mais ça ne se fait pas dans l'autre sens. Genre, tu ne vas pas te dire, ok, comment je fais pour avoir X leads, je vais leur mettre une machine de guerre improbable, et à la fin, je vais essayer de voir où est-ce qu'il y a des déperditions. Ça se fait a posteriori. Ça se fait toujours, il y a trop de clients, j'arrive plus à les avoir au téléphone, j'arrive plus à les closer moi-même et à les faire avancer dans leur prise de décision. Donc, je vais automatiser, je vais scaler tout ça. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la base de la base en termes de metrics. Ça, j'ai déjà dit 10 fois, c'est bon? Voilà. Une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a compris que mettre en place des canaux d'acquisition, c'est vraiment une question d'expérimentation, de tester à l'infini et d'essayer de se mettre à la place de cet utilisateur le plus possible, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de scaler tes canaux eux-mêmes. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, tout ce dont on va parler, c'est que de l'artisanat. Genre, si tu veux faire une expérience où tu veux choper 10 personnes sur un salon, ou si tu veux faire une expérience qui est je vais faire une Facebook ad et je veux récupérer 100 nouveaux leads, tout ça, c'est que de l'artisanat. C'est un truc que tu fais une fois, et si tu veux le recommencer, tu dois le refaire. C'est pas pérenne. Et du coup, tu peux commencer à te poser la question de scaler les canaux. Donc là, on se renvoie à Anyone Can Scale. Comment tu scales? Tu automatises des trucs, tu délègues des tâches aux clients, tu standardises tes opérations, tu fais plein de choses qui te permettent d'avoir cette activité du canal qui normalement est faite par toi à la main pour que ce soit un truc qui tourne tout seul et qui est en fond de ton business. Et après, il faut que tu scales ta chaîne de valeur parce que entre la performance de ton acquisition, des leads que tu acquiers et la performance de tes deals closés, il y a tout un funnel et ça pareil, ça se scale, ça se met en place, c'est une sales machine. On en parle dans Anyone Can Scale évidemment parce que c'est des sujets qui sont très avancés, quoi. Genre c'est pas nécessaire au tout début, mais donc du coup, une fois que tu as scalé tout ça, normalement tu as des canaux qui tournent, quoi. Monsieur, bonsoir. Donc voilà, si on doit résumer, il faut mettre en place un cycle de test, il faut rythmer les expériences qui marchent. Donc une fois que tu as fait un cycle de test et que tu as eu une première expérience qui fonctionne, tu la rythmes absolument. Tu dis ok, on a fait un truc, on a fait un test sur un canal, on a lancé une vidéo YouTube, on a fait perf de campagne 10 000 vues, on a fait trafic 5 000 visites, on a fait nombre de leads
200 leads, ok, c'est cool. Vu que notre expérimentation c'était 150 personnes à la fin de la semaine, bah franchement ça a marché. Là tu pérennises. Tu dis ok, comment je fais pour répéter ce truc? Comment je fais une vidéo YouTube par semaine? Et comment je fais pour qu'à chaque fois, bah, il y ait des taux de déperdition qui sont de moins en moins forts et améliorer ça, et améliorer la qualité de tes leads, etc. Donc c'est vraiment test, une fois que c'est validé, rythme, et t'arrêtes jamais de mesurer. Parce que le jour où tu t'arrêtes de mesurer, tu es dans un flou, tu navigues à l'aveugle, et la partie business de ta boîte, tu peux pas la naviguer à l'aveugle. Au boulot. Merci beaucoup.